Bonjour à tous, est-ce qu'on m'entend? Ouais. Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux à ce meet-up organisé par Meritis, où on accueille Arthur de la startup Promise, donc pour parler un petit peu de l'impact du mouvement Software Craftsmanship sur la qualité logicielle. Donc moi je suis Maxime Tajan, donc je suis ingénieur d'affaires depuis un peu plus de 2 ans chez Meritis, et voici Sandy, qui est chargé de recrutement également pour Meritis. Donc pour vous parler rapidement de Meritis, donc nous on est une société de conseil principalement en IT, où on attache beaucoup d'importance mais justement à toutes ces problématiques de qualité logicielle, puisque c'est des problématiques qui sont récurrentes, voilà, chez l'ensemble de nos clients. Pour vous parler un petit peu de nos clients, nous on travaille dans la finance, notamment avec toutes les grandes banques du marché, donc que ce soit la Société Générale, que ce soit le Crédit Agricole, mais également dans l'industrie, avec de l'énergie, avec le Engie par exemple, avec Air Liquide, également du transport avec la SNCF, la RATP. Donc voilà, pour ne citer que ces grands comptes-là. Du coup, comme l'a dit Maxime, on a, je pense, à peu près entre 50 et 60% de nos consultants qui travaillent directement sur des problématiques IT. Et du coup, c'est vrai que tout naturellement, la qualité de code, c'est une des préoccupations que rencontrent nos clients et du coup nos consultants également. À ce titre-là, on a pas mal de choses qui sont mises en place au sein de Meritis autour de ces pratiques-là. On a Gaëtan que je vois au premier rang qui du coup anime une communauté CAPTCHA qui réunit tous nos consultants, développeurs passionnés de développement qui se réunissent pour parler de ces sujets-là, pour faire des concours de code également. On a aussi tous les mardis une session Craftman où là l'objectif c'est justement que nos consultants puissent travailler autour de la qualité du code qu'ils produisent et du coup encadré là encore par un de nos consultants. On a également des Merry Meetings, c'est nos formations, le nom qu'on donne à nos formations internes qui ont déjà été organisées autour de problématiques telles que le TDD, le BDD, les principes solides. Et puis, bien évidemment, comme la formation fait partie aussi de la vie d'un consultant, on a aussi des possibilités pour les consultants de se former autour de ces thématiques-là tout au long de leur parcours chez Meritis. Et après, tourner que ce soit vers l'interne ou vers les clients, on a aussi des sessions kata qui sont organisées, que ce soit une fois par mois dans le cadre de notre process d'intégration des collaborateurs ou directement chez les clients. Donc je vais laisser la parole du coup à Arthur pour cette soirée. Mais sachez qu'en tout cas, Maxime et moi, on reste disponibles après si vous avez la moindre question. Et puis on a pas mal aussi de consultants Meritis que je vois un petit peu partout dans la salle. Donc eux aussi seront ravis de pouvoir échanger autour de ces problématiques avec vous juste après le meet-up. On te laisse la Super. parole. Eh bien, merci beaucoup. Donc bonsoir à tous, hein, merci, comme vous l'avez précisé, d'être venus assez nombreux ce soir. Ça fait toujours plaisir. J'adore échanger sur ces problématiques qui sont tournées autour de la qualité logicielle. Donc, pour vous présenter un petit peu le schéma de ce que je vais faire, en premier, je vais parler du mouvement Software Craftsmanship, donc de son historique, des valeurs qu'il porte. À partir de là, en fait, je vais faire un focus sur les différentes valeurs, justement, notamment sur la partie technique, sur la partie vraiment qualité logicielle. Et enfin, en fait, la dernière partie va creuser un petit peu ce qui s'est passé en France sur les dernières années et comment les entreprises, en fait, que ce soit des ESN, des clients finaux, des banques, n'importe quoi, comment ces entreprises gèrent leur qualité logicielle au quotidien. Et ce qu'on verra, c'est surtout qu'il y a des inégalités qui sont assez fortes sur ces parties-là, alors que pourtant ces entreprises en fait font la même chose au final et ont la même problématique. Donc on va creuser un petit peu ça derrière.
Et du coup, évidemment, il y aura une session de questions à la fin. Pour me présenter, donc moi je suis Arthur Magne, je suis cofondateur et CTO de la startup Promise. Donc Promise, c'est une startup en fait bordelaise qui a été créée il y a maintenant 3 ans. Ça fait 4 ans qu'on bosse sur le projet. On a créé ça en fait à 3. Donc il y a Cédric qui a fait sa thèse sur la qualité logicielle et c'est à partir de ses travaux de thèse qu'on a créé la startup. Il avait fait sa thèse sous la direction de Xavier Blanc, qui est professeur et chercheur à l'université de Bordeaux. Et donc moi je les ai rejoints en terminant mon master à l'université de Bordeaux. Et donc on a créé ça. Donc c'est une startup qui vient du laboratoire de recherche de Bordeaux en informatique. Et en fait on a toujours travaillé sur cette problématique de la qualité logicielle en se posant la question qu'est-ce qui fait qu'au sein d'une équipe on va produire des logiciels qui sont de bonne qualité en termes de code source. Et pour nous la réponse ça passe par l'humain et par l'engagement en fait des personnes dans l'équipe et pas forcément par les métriques qu'on va analyser derrière. Donc c'est ce que j'ai élaboré un petit peu plus derrière. Donc pour parler de software craftsmanship, alors la première question que j'aime bien poser, c'est qui est-ce qui a jamais entendu parler de software craftsmanship ici? C'est incroyable ça. Tout le monde, ok. Tout le monde. Alors là, ça pousse un petit peu encore ce que je vous disais sur les inégalités en France là-dessus. Quand je pose cette question à Bordeaux, en général, il y a beaucoup, si ce n'est plus de 50% des gens justement qui lèvent la main en me disant ouais, j'en ai jamais entendu parler, etc. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y a déjà des inégalités qui peuvent apparaître entre les villes, ensuite entre les entreprises, ensuite au sein des équipes d'une même entreprise. Le mouvement Software Craftsmanship, donc, je vais repréciser un petit peu ce que c'est. En fait, ça prône différentes valeurs. Ça fait de parallèle entre le métier de développeur, qui est le nôtre, et l'artisanat. Et ça rapproche plus en fait, le métier de développeur de l'artisanat que d'une discipline d'ingénierie classique, dans le sens où il y a des parallèles qui sont assez intéressants. Notamment tout ce côté compagnonnage, amélioration continue. Donc on termine, on a fait l'université, on a un bac plus 5 ou bac plus 2 ou n'importe quoi. Quand on arrive en entreprise, c'est là en fait on va commencer à apprendre pas mal de choses sur des pratiques. Notamment moi j'avais jamais vu de microservices, j'avais jamais vu d'architecture hexagonale, etc. Ça c'est des choses qu'on apprend vraiment dans sa vie de développeur. Donc en fait en tant que développeur, notre formation s'arrête jamais. Et c'est en ça qu'on se rapproche un petit peu du côté artisanat. Donc ce mouvement, qu'est-ce qu'il prône comme valeur? En premier, la responsabilité. Donc on va responsabiliser, on se responsabilise nous en tant que développeurs quand on produit quelque chose, on est responsable de notre code. Donc on doit être fier de ce qu'on produit. C'est vraiment notre création. On a toute une partie autonomie. On n'est pas des exécutants en fait à qui on va dire il faut réaliser telle tâche, etc. C'est dans tel fichier, c'est dans telle chose. On est autonome, donc on va se former tout seul. On va regarder tout seul, on va résoudre des problématiques constamment. À côté de ça, un des piliers les plus importants, c'est vraiment l'amélioration continue. C'est comment on fait au quotidien quand on travaille pour s'améliorer, pour toujours essayer d'apprendre de nouvelles pratiques, notamment en venant à des meet-ups comme celui-là par exemple. C'est vraiment toutes les choses qui vont nous permettre, dans notre carrière de développeur, d'évoluer. Bien sûr, ce qui pousse aussi, c'est l'échange et le partage. Donc là, notamment avec les meet-ups comme on fait ici. En fait, ils essayent vraiment de créer une communauté autour du monde du développement pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse avoir des retours d'expérience sur ce qu'on a utilisé, qu'on travaille pour une banque ou pour un client final ou n'importe quoi. Et bien sûr, la satisfaction client, bon, ça je vous l'épargne. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement, en fait, il est assez vieux. Il a quand même, on a commencé à entendre parler en 92. Pour autant, la plupart des entreprises qu'on allait voir en France, nous, ne sont pas vraiment au courant de ce que c'est que ce mouvement-là. Et plus que ça, la plupart des développeurs, justement, en ont jamais entendu parler. Donc on se dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que c'est assez étonnant, en fait, de voir un mouvement aussi vieux qui apparaît maintenant. C'est un peu comme le DDD, en fait, où on a les livres qui datent des années 2000. Et là, il y a plein d'entreprises qui sont en train de se mettre, depuis 2018, à faire du DDD à fond et à se dire, c'est génial ce truc-là, etc. Alors que ça existait depuis presque 20 ans. Donc c'est un petit peu pareil pour ça peut prendre du temps, en fait, à arriver en France. Donc pour l'historique, en fait, en 92, il y a Jack W. Reeves qui, dans son essai What is Software Design, qui commence à comparer un peu plus le métier de développeur à un artisanat plutôt qu'à une discipline d'ingénierie. Donc c'est là où on commence un petit peu à en parler, donc ça commence assez tôt. Ensuite, en 99, il y a Andrew Hunt et David Thomas, qui sont deux signataires du Manifeste Agile, qui ont écrit le livre The Pragmatic Programmer, qui est super intéressant, justement, je vous le conseille, et qui appuie encore cette métaphore de l'artisanat. Et dans ce livre, il explique qu'il faut être fier de son travail. Et il explique pas mal de choses justement pour rentrer dans une démarche d'amélioration continue. Et en 2001, le livre Software Craftsmanship est sorti de Pete McBride. Et dans ce livre-là, toujours pareil. On a toujours ce côté compagnonnage. Comment est-ce qu'on fait pour être fier de notre travail et comment est-ce qu'on fait pour atteindre l'excellence technique.
Alors ce qui est intéressant en fait, c'est sur cette historique, c'est ça. Donc, j'imagine que vous avez reconnu, hein, c'est le manifeste agile que tout le monde doit un petit peu avoir vu plus d'une fois. Donc ce manifeste agile il est sorti en 2001 et il prône différentes valeurs, donc 4 valeurs, donc des individus et des interactions plutôt que des processus et des outils, des logiciels qui soient opérationnels plutôt qu'une documentation excessive, bon je l'ai fait un petit peu, hein. La collaboration avec les clients plutôt que la négociation contractuelle, et de l'adaptation au changement plutôt que le suivi d'un plan. Donc là on est sur l'idée d'une boucle de feedback la plus rapide possible et d'itération, d'amélioration continue. Donc on commence déjà à s'atteler un petit peu, à mettre de côté toutes les anciennes méthodes, on va dire, avec des cycles en cascade, des choses qui durent très longtemps, etc. On travaille vraiment sur des méthodes qui sont plus efficaces. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que si on lit ça, on voit rien de technique à l'intérieur. Et une personne complètement extérieure qui lit ce manifeste, elle va avoir l'impression que c'est un manifeste qui est un petit peu fait pour des Scrum Masters, ce qui est apparu après, des chefs de projet, donc ça va être sur une partie vraiment gestion. Donc du coup, il y a pas mal d'entreprises qui se sont un petit peu plantées en mettant en place pas mal de choses sur l'agilité, donc en mettant des sprints, en installant Jira, des choses magiques comme ça. Le problème, en fait, c'est qu'ils ont complètement mis de côté la partie technique qui peut être derrière. Donc dans un sprint, dans Jira, on va stacker un maximum de tâches fonctionnelles, et en fait, tout ce qui est qualité, tout ce qui est test, etc., on le met un petit peu de côté. Et du coup, c'est perçu par les développeurs comme quelque chose qui est mis de côté pour l'entreprise. Donc à ce moment-là, voilà, ce qu'on identifie, c'est que c'est un truc qui peut être un petit peu mal perçu parce qu'on a un manque de partie technique là-dessus. Mais en fait, la raison, elle peut être assez simple. C'est que la plupart de ces signataires, des 17 signataires, qui se sont réunis en fait à la montagne pour signer ce truc-là, c'était pour la plupart des développeurs. Donc pour eux, tout ce qui était partie technique derrière, c'était sous-entendu. Évidemment, on s'adapte au changement, mais évidemment, on fait attention à ce qu'on fait, on améliore l'architecture, etc. Donc ils n'ont pas mis en fait dans ce manifeste. Et c'est pour ça que ça a pu être mal compris par la suite. Si on regarde ce qui s'est passé après la création de ce manifeste, en 2008, en fait, on a Oncle Bob, Robert C. Martin, qui a sorti cette valeur, en fait, craftsmanship over execution, donc de l'artisanat plutôt que de l'exécution. Et il a voulu que cette valeur, en fait, soit intégrée au manifeste agile, comme 5e valeur, rajouter cette partie un petit peu technique là-dessus. Ça n'a pas été fait, et par la suite, ils ont créé leur propre manifeste, donc le manifeste pour le software craftsmanship. Donc, à la suite de ça, en fait, il y a eu toute une série de livres qui sont sortis, donc toute la série de livres Clean Code, Clean Coder, Clean Architecture de Robert C. Martin, le livre Software Craftsman de Sandro Mancuso en 2014, qui est vachement sur la carrière de développeur, comment on fait en tant que développeur pour évoluer dans les différentes boîtes dans lesquelles on va travailler, etc. Donc c'est un livre qui est aussi super intéressant. Et donc si on revient en 2009, donc un tout petit peu après que Robert C. Martin ait sorti sa fameuse phrase, ce manifeste a été créé. Donc là, juste une nouvelle question. Qui est-ce qui a déjà vu ce manifeste? Ok, très bien. Pas tout le monde, sinon j'aurais été un peu triste quand même. Donc en fait, ce qu'ils ont fait sur ce manifeste, c'est qu'ils ont repris les 4 valeurs du manifeste agile et ils ont rajouté des nouvelles valeurs par-dessus en disant les valeurs qui sont à gauche, celles du manifeste, elles sont très bien, elles sont essentielles, mais pour nous, celles de droite le sont tout autant. Donc par exemple, pas seulement des logiciels opérationnels, donc un logiciel qui fait ce qu'on veut, mais des logiciels qui soient bien conçus derrière. Donc on ne veut pas juste une façade avec une application qui a l'air de bien fonctionner, mais derrière le code est dans un état catastrophique, on veut quelque chose qui soit bien conçu. Pas seulement l'adaptation au changement, avec des nouvelles features qui sortent assez régulièrement, etc., mais l'ajout constant de valeur. Donc on ne veut plus rajouter des bridges sur des bridges sur des bridges sur des bridges qui nous complexifient le logiciel, et qu'on arrive sur une brique en fait, sur un truc qui soit immaintenable. Pas seulement les individus et les interactions, mais une communauté de professionnels. Une communauté de professionnels, comme vous ce soir. Et pas seulement la collaboration avec le client, mais des partenariats productifs. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé en fait 10 ans plus tard, parce que ça fait 10 ans que ce manifeste est sorti. Donc la question, en fait, c'est là où je vais un petit peu creuser, c'est qu'est-ce que ça a pu apporter chez nous au sein des entreprises, du moins en France. Est-ce que ça a apporté de nouvelles pratiques? Est-ce que ça a été bien perçu? Est-ce que tout le monde s'en est servi ou pas? Donc c'est un petit peu sur ça que je vais creuser. Si je reprends déjà ce point-là, sur la partie communauté de professionnels, donc ce qu'on voit, c'est que depuis 10 ans, il y a pas mal de choses qui sont apparues. Notamment tout ce qui va être groupe. À Paris, il y a Software Crafters, il va y avoir pas mal de groupes. À Bordeaux, il y a Okiwi, il y a The Jug, il y a des groupes en fonction des technos. À Bordeaux, on a Bordeaux JS, Bordeaux PHP, des choses comme ça. Donc il y a vraiment une communauté qui se crée autour des différentes technos ou autour des différents thèmes. Et c'est quelque chose qui est en train de grandir pas mal. Il y a tout ce qui est meet-up, comme ce soir. Donc ça c'est pareil, on en voit de plus en plus.
Maintenant, mon agenda est rempli de meet-up auxquels je peux participer, justement, alors qu'il y a 2-3 ans, ce n'était pas le cas à Bordeaux. Les BBL, les Brown Back Lunch. Donc, l'idée, c'est que quelqu'un d'une entreprise vienne parler d'un sujet, faire un retour d'expérience entre midi et 2. Ça, c'est pareil. Sur Paris, j'en ai vu pas mal. À Bordeaux, on est 9 à le faire. Et c'est quelque chose qui est en train d'émerger. Les gens, quand on leur parle de BBL, ils savent pas ce que c'est. Donc, c'est vraiment pour vous dire à quel point c'est en train d'émerger à ce niveau-là. Tout ce qui est coding dojo et conférences. Conférences, par exemple, moi je suis organisateur de BDX.io à Bordeaux, qui est la ConfTech un petit peu à Bordeaux. L'an dernier, on avait 500 participants. L'an prochain, on va passer au Palais des Congrès, on aura plus de 900 personnes. Donc le nombre va doubler en fait en un an. Donc c'est vraiment pour vous dire à quel point c'est en train de... C'est peut-être que c'est Bordeaux aussi. Mais voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est en train de grandir et tous ces événements en fait gagnent des participants. Donc maintenant, je vais faire le focus un peu plus sur la partie technique vraiment qu'il y a derrière et ce que ça a pu apporter. Donc en premier, ce point sur des logiciels qui sont bien conçus. Donc la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que c'est qu'un logiciel bien conçu? C'est un truc qui ressemble à ça. Où on a l'impression que tout va bien dans la pièce et puis en fait quand on soulève, c'est une catastrophe. Il y a un embriquement de plein de trucs, c'est d'une complexité monstrueuse. On est sur des technos qui ont 40 ans, etc. C'est un petit peu cliché, hein. Mais quand on parle de logiciel bien conçu, ce qu'on entend derrière, c'est qualité de logiciel. Donc chacun a un peu sa définition de la qualité logicielle. Bon, pour moi, il n'y a pas de vraie définition qu'il faut suivre de manière dogmatique, hein. Mais ça peut être des choses orientées sur l'UX. Est-ce que le logiciel est facile à utiliser, etc. Est-ce qu'il est réactif, est-ce qu'il est rapide, etc. Et moi, je vais faire vraiment le focus sur la partie du code source. Donc la première brique, c'est l'architecture. Ensuite, tout ce qui va être lié au test. Et enfin, tout ce qui est lié à ce que nous, on aime bien faire, c'est de clean code. Vraiment cette partie clean code. Premièrement, l'architecture. Donc l'architecture, c'est quand même quelque chose qui est vraiment primordial pour le logiciel, hein. C'est vraiment ce qui va faire la base du soft. Ça, c'est quelque chose qui évolue assez rapidement. Donc il y a toujours des nouveaux types d'architecture qui sortent par-ci par-là, etc. Ce qu'il faut, c'est trouver l'architecture la plus adaptée à votre contexte, évidemment. Donc la question qu'on se pose, c'est, OK, avec le software craftsmanship, comment on fait pour s'améliorer là-dessus? Comment on fait pour savoir si on a une bonne architecture ou pas? Comment on fait pour s'améliorer, pour apprendre des nouveaux types, etc. En fait, sur l'architecture, il n'y a pas de solution miracle. Parce qu'on n'a pas d'outils qui permettent de dire si notre code est bien architecturé ou non. Pour ça, en fait, on est obligé de faire appel à des experts, à des gens qui ont de l'expérience là-dessus, ou des gens qui ont lu pas mal de choses là-dessus. Donc, on est obligé de passer par des méthodes, en fait. Donc, du pair programming, faire du code à deux, avec quelqu'un qui est plus expérimenté, qui va peut-être nous expliquer un petit peu. De la même manière, nous, on va faire ça avec quelqu'un qui est moins expérimenté pour lui expliquer et échanger un petit peu ensemble sur la manière d'architecturer le programme. Tout ce qui est revue de code. Nouvelle question, qui est-ce qui fait des code reviews ici, dans les entreprises? Pas mal de gens, ouais. Très bien. Des revues de code, ouais, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, et c'est ça aussi qui peut permettre tout de suite d'identifier, ah tiens, ça tu l'as rajouté dans telle partie du code, en fait, ça aurait été mieux de sortir parce que ça est en train de grossir cette classe, etc. Donc ça va vraiment permettre un échange à ce niveau-là, donc c'est super intéressant. Tout ce qui est coding dojo, quand on veut essayer de faire des micro-architectures et qu'on ne sait pas comment ça s'implémente, on peut faire des coding dojo et aller apprendre un petit peu comment les gens font ça concrètement, et la lecture, notamment avec les livres sur les différents designs et les différentes architectures. Je passe rapidement parce que la partie sur le clean code est vachement plus longue. Ensuite, les tests, alors ça c'est commit strip. Donc là c'est pareil, ce qui est marrant, c'est qu'au sein des différentes entreprises qu'on allait voir, donc nous on est assez jeunes, on a 4 ans, mais en fait en 4 ans, tout ce qu'on a fait, c'est aller voir plein d'entreprises et on leur a demandé comment est-ce qu'ils géraient leur qualité logicielle, qu'est-ce qu'ils mettaient en place, et on voyait si ça marchait ou pas, et eux-mêmes nous disaient si jamais ça marchait ou pas. Donc en fait, en 4 ans, ça nous a permis de voir quand même pas mal de choses sur ce qui se passait à ce niveau-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'au niveau des tests, il y a une hétérogénéité qui est assez énorme. Il y a des entreprises qui font pas de tests du tout, qui disent non, mais le client n'a pas payé pour les tests, je vois pas pourquoi je ferais des tests, etc. Il y en a d'autres qui mettent des tests en place un petit peu partout, il y en a qui le font très bien, il y en a qui le font un peu moins bien, etc. Mais c'est vraiment très différent en fonction des différentes équipes. Ce qu'on sait sur les tests, c'est qu'on a cette fameuse pyramide des tests, hein, avec les tests unitaires, qui sont vraiment la brique qui vont tester unitairement chacun de nos petits composants, chacune des fonctions. C'est ce qu'on va avoir le plus en fait dans notre projet, parce que c'est des plus faciles à rédiger, des plus faciles à maintenir. Donc normalement, on doit avoir une grosse base de tests unitaires. Il ne faut pas oublier ensuite les tests d'intégration, qui vont nous permettre de savoir si les deux composants qu'on a testés unitairement, ils fonctionnent bien ensemble, ou s'il n'y a pas justement une incohérence entre la communication justement des différents composants. Donc c'est vraiment une brique à pas oublier. Et enfin les tests d'IHM, les tests de bout en bout, qui sont soit faits
par des personnes qui vont le faire de manière manuelle, soit qui vont être faits de manière automatisée, sachant que c'est des plus coûteux à écrire et c'est plus coûteux surtout à maintenir derrière. Donc il faut un petit peu jongler entre tous ces différents types de tests, et un projet qui fait attention à sa qualité, en général, il a pas mal de tests justement, et il a tous les éléments de la chaîne. Le but de ne pas oublier les tests d'intégration, c'est de ne pas arriver sur des cas comme ça, où on a testé le robinet, on a testé le lavabo, mais on ne les a pas testés ensemble. Et du coup, une fois que le mec a monté son robinet avec son lavabo, il se rend compte que en fait, c'est catastrophique et ça ne marche pas. Donc c'est une petite métaphore, hein, mais c'est juste pour montrer que voilà, c'est vraiment des parties qui sont essentielles, sinon on peut arriver à pas mal de problèmes. Ce qu'on sait sur les tests, en fait, c'est qu'on peut avoir des indicateurs là-dessus. On a plusieurs types d'indicateurs sur les tests. Le premier, le plus simple, c'est celui-là. C'est qu'il y a une corrélation qui est négative entre le nombre de tests qu'on a écrits et le nombre de bugs. Plus on a de tests dans un projet, moins on a de bugs. Donc on peut se servir de ça comme premier indicateur en se disant, si on a un projet où on a 10 tests et il y a 400 000 lignes de code, il y a forcément un risque, on va dire un gros risque qui va arriver derrière. On a des indicateurs qui sont un peu plus précis, qui vont creuser un petit peu plus, notamment la couverture de code, le code coverage. Qui est-ce ici qui analyse sa couverture de code? Ouais. On dirait à peu près la moitié des gens. Cet indicateur, en fait, il a un petit risque parce qu'il peut être très mal perçu et très mal utilisé. Vraiment très très mal utilisé. En fait, tout ce qu'il fait, c'est qu'il va lancer les tests, enfin on va lancer les tests, et on va regarder quelles sont les lignes de notre programme qui sont exécutées à ce moment-là. Et donc ça nous permet de savoir que les tests sont passés par là, ils sont passés dans ce case-là, etc. Donc ça ne nous permet pas de savoir si le code est testé. Ça nous permet juste de se dire que le test est passé par là, donc il a dû se passer quelque chose peut-être. Mais on a pu très facilement en fait, mettre un test qui fait ça, faire un assert true à la fin, et puis on aura 100% de couverture de test. En fait, cet indicateur, il y en a qui disent du coup, il n'est pas utile, il ne faut pas le regarder, etc. Moi, je trouve qu'il est quand même intéressant, mais si on le regarde dans l'autre sens, en se disant, ce qu'on voit ici, c'est que ces deux cases-là, ils ne sont pas testés. Et ça, c'est intéressant, en fait, c'est de regarder plutôt les parties du code qui ne sont pas couvertes par les tests, comme ça, on sait que, au moins ici, on est sûr que ce n'est pas testé. À côté, on ne sait pas, c'est normalement peut-être testé, mais voilà. Donc, il faut le regarder un petit peu à l'envers. Parce qu'effectivement, du coup, il y a pas mal d'entreprises qui inversent ça et qui mettent juste un seuil en fait sur la couverture en disant il faut je sais pas, 100% ou 95% partout, etc. Et on a une loi qui existe, c'est la loi de Goodhart, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une loi en fait qui précise que si un indicateur est utilisé comme un objectif, ça devient une mauvaise mesure en fait derrière. Pourquoi? Parce que tous les efforts qu'on va mettre, ça ne va pas être pour améliorer nos pratiques, pour améliorer la qualité de notre code et de le rendre plus robuste, mais ça va être pour atteindre l'objectif qu'on a fixé qui était des 80% de couverture. Donc en général, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment sur des projets. Quand on commence à contractuellement mettre des choses là-dessus, ou alors à vraiment définir toute la stratégie par ça. Donc en fait, une mauvaise couverture de test, c'est un peu comme ne pas avoir de test du tout. Et à la limite, c'est encore pire parce qu'on pourrait perdre du temps à écrire des très mauvais tests et avoir une très bonne couverture. Il y a un truc qui existe, qui est quand même assez récent, c'est le mutation testing, donc le test par mutation. Alors là, je vais reposer la question, je ne m'attends pas à voir beaucoup de monde. Est-ce qu'il y a des gens ici qui font du test par mutation sur leur projet? Il y a quand même 2 personnes, c'est déjà beaucoup plus que tout ce que j'ai vu dans tous les autres trucs que j'ai fait. Ça, c'est incroyable. Le test par mutation, en fait, l'objectif, ça va être d'identifier la robustesse des tests. Donc pas de savoir si le code est couvert ou quoi, mais est-ce que les tests qu'on a écrits sont robustes? Est-ce qu'ils testent vraiment quelque chose? Pour ça, en fait, on a un outil, donc ça peut être du Pit pour du Java, ça peut être Striker pour du JavaScript par exemple. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un bout de code, comme ici on a une fonction welcome qui prend en entrée un âge et un genre, et en fonction du genre, elle retourne true si l'âge est supérieur ou égal à 18, et true si l'âge est supérieur ou égal à 21. Bon, c'est une fonction toute pourrie, mais c'est pour l'exemple. Là, ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a 100% de couverture, il y a des tests qui passent ici. Donc c'est cool. Maintenant la question, c'est est-ce que cette méthode est vraiment testée? Donc l'outil de test par mutation, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire des mutations dans le code. Donc il va générer ce qu'on appelle des mutants. Et il va essayer de voir si nos tests sont capables de tuer ces mutants. Donc un test qui a tué le mutant, c'est lorsqu'on a fait une modification, un test qui échoue. Ça veut dire que la modification a été capturée, le test a vu que là il y avait un souci, on avait fait un refactor, on avait cassé quelque chose. Donc là par exemple, en fait, l'outil va nous faire une négation sur la condition. Donc ça a pu être if gender égale femelle, mais il va mettre if non gender égale femelle. Et ce qu'on voit, c'est que le mutant a été tué, donc le test a échoué. Donc ça c'est cool, c'est un cas qu'on avait testé.
Par contre, le troisième ici, on a remplacé l'égalité avec true. Donc on a mis if true, et on voit que le mutant ici a survécu. Ça veut dire que si on met if true, si on supprime carrément en fait la deuxième partie du code, des tests continueront de passer. Donc en fait, s'il y a un refacto qui casse un petit peu ça, ou on se loupe dans les accolades ou n'importe quoi, en fait, ça ne sera pas capturé par les tests. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ça nous permet de voir vraiment si quand on teste quelque chose, on teste bien. C'est très très peu utilisé en ce moment, notamment parce que il faut mettre les outils en place, donc déjà c'est une première étape. Et ensuite parce que, évidemment, ça demande du travail en plus. Ça va nous faire repasser dessus, il va falloir qu'on implémente tous les nouveaux cas de test, etc. Si on veut arriver à 100% de couverture par mutation, ça va faire beaucoup de cas. Ça peut être exponentiel, hein, évidemment. Plus vous avez un programme qui est gros, plus le nombre de mutants pourra être important. Donc c'est quelque chose quand même qu'on voit très rarement. Nous, on l'a vu, en 4 ans, on l'a vu une seule fois sur un projet d'une entreprise. C'est la seule qui l'a fait en production. Toutes les autres, après, c'était soit juste pour s'amuser un petit peu, soit ils en avaient pas entendu parler. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez récent. Mais il y a des projets qui sont en train de se danser, des projets européens, etc. Notamment le projet Stamp. Et en fait, c'est des projets qui essayent de faire vivre un petit peu ça. Donc je pense que dans les prochaines années, c'est quelque chose qu'on verra de plus en plus. À côté de ça, les tests qui nous ont apporté, et c'est ça que je trouve super intéressant, c'est des nouvelles pratiques, des nouvelles manières de coder. Donc pas juste des tests pour écrire des tests et pour essayer de voir s'il y a des régressions dans le code ou pas. Parce que la valeur d'un test, c'est pas uniquement ça, c'est pas juste de voir si on a une régression à un moment quand on fait un refacto ou pas. Mais ça va être des nouvelles pratiques de développement, notamment du TDD. Donc là, toujours pareil, vous me dites si je pose trop de questions, mais qui est-ce qui fait du TDD du coup sur ces projets? Il y a pas mal de monde, ouais, vraiment pas mal de monde. Donc le TDD, pour expliquer un petit peu, en premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une spécification, la spécification la plus basique qui va décrire un fonctionnement. Cette spécification, on va l'intégrer dans un test, on va faire un test qui teste cette spécification. Donc un test tout simple, hein. Le test, évidemment, est rouge parce qu'il n'y a pas d'implémentation derrière, donc ça va casser. Ensuite, on écrit l'implémentation qui fait passer le test au vert. Donc pareil, l'implémentation la plus basique. Et on continue. On va dire, bon, maintenant que tu m'as spécifié ça, qu'est-ce qui se passe dans ce scénario? Donc quelque chose d'un petit peu plus précis derrière. Donc on va rajouter une spécification un peu plus précise. Donc on va rajouter le test qui précise ces spécifications. On va écrire le bout de code qui va faire passer le test. Et ensuite, on fait un refacto parce qu'on est en train de rajouter en fait des spécifications de plus en plus. Donc il faut qu'on maintienne ça et qu'on garde quelque chose de compréhensible évidemment. Mais le but en fait, ça va être vraiment de coder par spécification. Donc les avantages en fait, alors, il y en a plusieurs. Donc le premier c'est ça, c'est on conçoit notre application, notre logiciel, par des spécifications qui nous sont données par le client ou par n'importe quel chef de projet ou n'importe qui. Ce qui est bien, c'est qu'au moins on sait que le programme il fait exactement ce que le client a demandé. Donc si jamais il y a une erreur, ce sera forcément la faute du client. Dans ce cas-ci, normalement, ça peut être, si on le fait bien, ça peut être assez précis. Ce qu'on a en plus, c'est du code qui va être testable. Parce qu'évidemment, il est testé parce qu'on a écrit le test avant. Donc forcément, le code est testable et on ne se retrouve pas sur un code legacy avec une fonction immense qui est impossible à tester. On sait que le code va être testé derrière. On a ce qui s'appelle la living documentation. Super accent. Donc la documentation vivante, en fait, le but, c'est de se dire, on n'écrit pas une doc énorme à côté de notre programme, une doc qui ne sera pas à jour, qui ne sera pas lue, etc. Mais on se sert des tests comme documentation. On a juste à regarder les tests, à regarder les spécifications des tests, et on sait exactement ce que fait le programme. Et on sait que cette documentation est à jour, parce que si elle n'est pas à jour, les tests ne passeraient pas. Donc c'est super intéressant pour ça. Ça permet de refactoring, parce qu'on sait que notre code est testé, donc normalement, jusque-là, on est tranquille. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le dernier, c'est le découpage de l'attention. Parce que l'attention, ce n'est pas une ressource qui est infinie. Hein. En tant que développeur, vous savez que suffit qu'on pense un petit peu à autre chose ou quoi que ce soit, et puis on va plus être efficace. Et surtout, en fait, dans des cas comme ça, où on va être en train de coder, si on ne fait pas du TDD, sur une fonctionnalité qui est très complexe, on va faire un embriquement de plein de trucs, de plein de modèles, etc. On va travailler dessus, on va y réfléchir, on va avancer. Quelqu'un arrive et nous dit hey, est-ce qu'on peut manger ensemble ce midi? Tout de suite, on va pouvoir perdre tout ce qu'on est en train de faire, et pour revenir dedans, ça va être très compliqué. Donc là, c'est un cas un petit peu extrême, parce que quand même, si quelqu'un vous pose une question et que vous perdez tout, c'est qu'il y a un autre problème. Mais dites-vous, par exemple, le vendredi soir, vous êtes en train de travailler sur une fonctionnalité hyper complexe, vous arrêtez, vous arrivez le lundi matin, enfin, moi ça m'est arrivé plein de fois, c'est pour ça que je le dis, et je ne sais plus du tout sur quoi j'étais en train de bosser, et je suis obligé d'aller dans Git pour regarder un petit peu les derniers changements que j'ai faits, parce que je ne savais plus du tout où j'en étais. En fait, ce qui est bien avec le TDD, c'est qu'en général, le vendredi soir, ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire un test qui échoue, donc la prochaine spécification que vous allez devoir implémenter, et vous le laissez à l'état échoué. Comme ça, vous arrivez le lundi matin, et tout ce que vous avez à faire, c'est lancer vos tests,
Et là, vous avez un test qui va échouer, et ça va être ses spécifications. Et vous allez vous dire lundi, bon, ok, du coup, il faut que je code ce truc-là. Et c'est reparti, vous êtes reparti, et vous avez pratiquement pas perdu de temps, en fait. Donc ça peut être super intéressant. Maintenant, la partie que j'aime bien, la partie vraiment autour du clean code. Donc là, on va parler vraiment de ce que c'est que du clean code. La première question, c'est comment est-ce qu'on mesure du clean code? Alors, ce truc-là, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est un petit peu l'histoire du siècle dernier, comment on peut faire pour mesurer qu'un code est de bonne qualité ou pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un A/B test. On met 2 équipes de développement dans 2 salles différentes, devant un code source, et on les fait faire une revue de code. Et ce qu'on fait, c'est qu'on compte le nombre de what the fuck qui sort de la salle, et plus il y a de what the fuck, plus le code est de mauvaise qualité. Bon, c'est quelque chose qui est un peu satirique, parce que on a quand même mieux que ça pour calculer du code de mauvaise qualité. On a des principes de base, en fait. Le principe de base, c'est que le code, quand vous l'écrivez, il va être beaucoup plus relu par d'autres développeurs, et il va rester peut-être pendant des années sur votre projet. Et en fait, au moment où vous allez écrire, ça va être un tout petit moment de sa vie. Après, il y a beaucoup de gens qui vont passer dessus. Donc ce qu'il faut faire, c'est en premier se concentrer pour écrire du code qui va être facilement relisible et compréhensible par les autres développeurs. Comme s'il lisait une doc ou comme s'il lisait un livre. Ça veut dire qu'un développeur junior qui arrive sur le projet, s'il arrive sur votre code et qu'il ne comprend rien à ce que vous avez fait, c'est pas parce que vous avez écrit quelque chose de manière très compliquée, avec des paradigmes qu'il ne connaissait pas, des choses comme ça. En général, c'est parce que peut-être qu'il y a un peu d'over-engineering ou que ça aurait pu être mieux écrit, peut-être mieux nommé, etc. Afin que n'importe qui puisse comprendre quand même ce qu'on a écrit. Pour ça, de manière encore plus précise que cette règle un petit peu de base, il y a ce qu'on appelle des code smells. Donc les code smells, c'est des endroits dans le code où ça sent pas bon. Une fonction qui fait 400, encore je suis gentil, qui fait 1000 lignes, ça sent pas bon. Ça ne veut pas dire qu'il y a un bug dans cette fonction, mais ça veut dire que s'il y a un endroit du code à surveiller, c'est plutôt cette partie-là. Ça va nous pointer en fait vers des endroits du code où on a pas mal de chances d'avoir un problème, ou alors que ça devienne un problème par la suite. Ces code smells, en fait, il y en a plein. Si vous prenez Sonar sur du Java, il peut y en avoir jusqu'à 400. C'est des choses en fait qui ont été définies par des experts, notamment Robert C. Martin ici. Dans son If Clean Code, il parle de la taille des méthodes, de la complexité, la taille des fichiers, de nommage, etc. Ça peut être pas mal de choses derrière. L'impact, en fait, il peut être très très fort. Si vous arrivez sur une méthode comme ça, avec je ne sais pas combien de if imbriqués, avec des for, etc., en tant que développeur, en fait, vous allez avoir plusieurs problèmes. Premièrement, vous n'allez pas comprendre ce que ça fait, parce qu'on ne comprend pas ce que ça fait. Deuxièmement, si vous avez une modification à faire, vous n'allez pas savoir où la faire. Troisièmement, vous avez beaucoup de chances de toucher quelque chose et que ça casse à peu près tout ce que faisait la fonction en fait, derrière. Si ça se trouve, cette fonction fonctionne très bien, c'est ça la différence. Mais vaut mieux pas y toucher. C'est pareil que pour les tests, en fait, on a un premier indicateur qui peut revenir, qui va être le nombre de code smells qu'on va avoir dans le code. Ce qu'on sait, c'est que plus on a de code smells dans le code, et plus on a de bugs. Donc c'est pas un code smell égale un bug, mais beaucoup de code smell égale plus beaucoup de bugs. Voilà. Ce qui est bien avec les code smells, contrairement à tout ce qui est sur l'architecture ou sur les tests, c'est que les code smells, en fait, on peut les identifier automatiquement. Il y a des outils qui existent pour ça et qui permettent d'identifier pas mal de choses. Donc on n'est pas capable de tout identifier, évidemment, mais de manière automatique, quand même, sur la plupart des langages, on est capable de trouver pas mal de choses. Notamment là, on a un for avec un if, un if, un if. Au bout de 3 ifs, on commence à se dire, bon, ça va devenir compliqué, on pourrait tous s'émerger dans un seul if. Donc voilà, ça c'est un petit exemple de code smell. Ces outils, en fait, qui vont être capables de quantifier ces code smells et de les identifier. Le plus connu, notamment, c'est SonarQube, qui est utilisé par pratiquement tout le monde. Après, il y a tout ce qui est linter, etc., qui va exister derrière. Et en fait, cet outil, ce qu'il va faire, c'est qu'il va quantifier tous les code smells que vous avez sur votre projet. Il va vous sortir une note avec un truc qui ressemble un petit peu à ce qu'il y a sur des frigos ou les machines à laver. Là. Il va vous dire votre projet, il est D, ou alors il est A, ou il est B, etc. En fonction de pas mal de trucs. Il va quantifier, puis il va faire une moyenne, etc. Donc ça permet un petit peu d'avoir une vue d'ensemble de l'état de notre projet. En général, quand on lance un outil comme ça sur un code legacy qui a plus de 5 ans, ça peut faire peur. Ça peut faire très peur. Mais il ne faut pas faire trop attention à ça. Cette dette technique, en fait, quand vous prenez un code legacy qui est de très mauvaise qualité, par exemple, ça va avoir pas mal d'impact. Premièrement, évidemment, c'est un petit peu logique, plus elle va être grande, plus le code va être difficile à comprendre, plus ça va ralentir tout ce qui va être maintenance, et plus on va avoir de risques de bugs derrière. C'est un petit peu logique. Par exemple, vous voyez, gare Montparnasse, il y a des bugs comme ça qui coûtent des millions d'euros, parce qu'en fait, ça rend le service inaccessible, à cause d'un problème de dette technique. Donc en fait, il faut voir ça plutôt comme une assurance, comme une réduction du risque,
en se disant tout ce qu'on va mettre en place en fait là-dessus, ça va être pour nous éviter un surcoût qui aurait pu être énorme, qui aurait pu être bien plus important que tout ce qu'on aurait pu dépenser en fait en développement là-dessus. Donc c'est vraiment une gestion du risque qui est faite par la qualité du code. À côté de ça, en fait, ça nous coûte au quotidien, même si on n'a pas de bug qui arrive, ce que je disais tout à l'heure sur de temps de développement qui est ralenti. Ça, c'est une étude qui a été faite par Stripe en septembre dernier. Elle s'appelle The Developer Coefficient. Elle est très très bien. En fait, ils ont interviewé des milliers de développeurs dans le monde qui bossaient dans des clients, chez des clients finaux, dans des ESN, etc. Et en fait, ils leur ont posé plein de questions autour justement de la dette technique, de la qualité du code, de plein de choses comme ça. Et en fait, ce qu'ils ont sorti comme moyenne, c'est qu'en général, les développeurs perdent plus d'un tiers de leur temps à cause du code de mauvaise qualité. Donc c'est vraiment du temps perdu en fait. Donc ça veut dire, en fait, ils ont sommé tout ce qui est, vous avez touché un truc, il y a eu une régression parce que vous n'aviez pas compris, donc ça c'est du temps perdu. Vous allez arriver sur un fichier, les commentaires sont en allemand, vous allez perdre du temps. C'est un cas extrême. Vous allez arriver sur un fichier, voilà, ça va être hyper compliqué, de temps que vous rentriez dedans, etc., vous allez perdre du temps. Donc vraiment, en moyenne, ils disent que ça coûte 42% du temps. Donc ils ont quantifié ça en disant que en moyenne, ça coûte 85 milliards par an aux entreprises. Donc bon, ça c'est un chiffre qui est sorti un petit peu du chapeau, ça doit pas être très 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 juste, mais au moins ça nous montre que c'est quelque chose qui coûte très très cher aux entreprises. Et étrangement, il y a des entreprises qui travaillent vachement plus sur la qualité que d'autres. Là, c'est un exemple, donc c'est Al dans Malcolm qui arrive, qui essaye d'allumer la lumière. L'ampoule est grillée, il essaye d'aller chercher une autre ampoule, il se rend compte qu'il y a un souci avec une vis, il prend un tournevis, il voit qu'il y a le tiroir qui grince, il va chercher de l'huile, il voit qu'il n'y a plus d'huile, il prend ses clés de voiture, il essaye d'allumer la voiture, il voit qu'il y a un problème sur le moteur, et il y a Loïs qui arrive et qui dit « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire avec la voiture? Tu n'étais pas en train de fixer l'ampoule ?» Il dit « Qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire ?» Je suis obligé d'aller vite parce que ça passe hyper vite ce gif. Je suis un petit peu en galère. Ça c'est bien parce qu'en fait, je l'ai mis parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé plusieurs fois. Il y a un bug qui est remonté par le client. Je commence à débugger, puis je me rends compte qu'il y a un souci ailleurs, puis qu'il y a un autre truc à changer, puis qu'il y a un truc en base qui a pété, puis que j'ai caché quelque chose à côté, etc. Et en fait, ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois de plus savoir ce que j'étais en train de faire au début. J'ai dû aller justement dans Jira pour retrouver la tâche que j'étais en train de traiter. Parce que je savais plus ce que j'étais en train de faire, tellement j'étais allé loin justement là-dessus. Donc ça, c'est un exemple de dette technique. En fait, en plus de ralentir tout ce qui va être production, etc., ça va avoir un impact très fort sur nous en tant que développeurs, mais un impact psychologique. Premièrement, ça peut nous décourager. Quand on arrive sur un projet où on sait que la qualité est catastrophique, que rien n'a été fait correctement, etc., ça ne va pas nous donner envie d'aller mettre en place une micro-architecture avec des trucs un peu sympas, etc. Ça peut vraiment nous décourager à faire des choses bien justement pour la qualité du projet. Et on se retrouve à faire des bridges justement sur des bridges. Quand on a une évolution, on va rajouter un if quelque part parce qu'on n'a pas envie de toucher tellement la fonction fait peur. En fait, ça ne nous donne pas envie d'aller perdre du temps justement là-dessus. Ça va nous ralentir évidemment parce qu'on va avoir du mal à comprendre tout ça, c'est toujours pareil. On peut perdre en créativité. Donc le truc a été fait d'une manière tellement bizarre que on est obligé d'essayer de pas trop y toucher pour pas casser les trucs. Donc tout ce qui va nous permettre de gagner en créativité, c'est de partir sur des nouveaux projets ou des nouvelles briques. Et on va avoir une érosion des compétences. On va rester sur du bidouillage un petit peu sur le code. Et là, on perd complètement ce qu'on avait amené avec le software craftsmanship sur le côté amélioration continue, toujours essayer d'innover, de trouver des nouvelles manières de faire. C'est un petit peu fort. Il y a une métaphore qui est pas mal pour ça. Alors celle-là vient du livre Pragmatic Programmer. C'est la métaphore de la soupe de grenouille. Donc en fait, ce qu'a dit cette métaphore, c'est que si vous mettez des grenouilles dans une eau qui est tiède et que vous chauffez petit à petit en fait la température de l'eau, les grenouilles elles vont commencer à se ralentir, elles vont pas se rendre compte vraiment de ce qui se passe et elles vont finir bouillir, elles vont finir par mourir, mais sans même s'en rendre compte. Alors que si jamais vous avez de l'eau qui bout et que vous lancez une grenouille à l'intérieur, tout de suite elle va se débattre et elle va partir tout de suite. C'est un petit peu pareil avec les développeurs et la période d'essai. C'est peut-être un peu fort, mais voilà, si vous amenez un développeur sur un nouveau projet et que sur ce projet, il se rend compte tout de suite que c'est dans un état assez catastrophique, à ce moment-là, il peut dire c'est bon, je m'en vais. Par contre, des développeurs qui bossent depuis des années sur un projet, qui gagnent en fonctionnalité, en complexité, etc., au bout d'un moment, en fait, quand il faut faire le moindre changement, tout est bloqué et c'est trop tard. Bon, sauf que là, il ne meurt pas, mais c'est un petit peu ça. Celle-là aussi, elle est pas mal. En gros, la dette technique, ça peut apparaître quand on essaye d'aller trop vite dans le développement. Quand on prend des raccourcis d'implémentation, quand on se dit, bon, on corrigera ça plus tard, on améliorera ça plus tard. En général, quand on dit ça, on sait très bien qu'on ne le fera jamais. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre plein de raccourcis, on va avancer très vite.
Et au début, ça va très bien marcher. Enfin, donc moi, je bosse dans une startup, je vois plein d'autres mecs dans les startups, et en fait, ils font ça parce que du coup, ils doivent sortir des MVP très rapidement, et ça fonctionne. Donc ça marche très bien, c'est un bon compromis, on va dire, pour sortir rapidement des choses. Le problème, c'est que si on se base sur ce code pour créer une entreprise à partir de ça, et qu'à partir de ce moment-là, je sais pas, ils font une levée de fonds et les gens leur disent bon, votre truc c'est bien, mais il faudrait changer ça, 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 il faudrait l'adapter à tel truc, et que là ils se retrouvent avec leur code base qui est juste horrible, bah en fait ils sont bloqués, ils peuvent pas faire d'évolution. Et j'ai vu des startups comme ça être complètement bloquées et se dire bon ben ok, on a fait la levée de fonds, ben on utilise les trois quarts de la levée pour tout réécrire dans une nouvelle techno et on va faire ça bien, etc. Et c'est dommage parce que c'était justement une levée qui leur aurait permis d'accélérer normalement. Ils sont obligés de tout refaire en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être très très impactant. Donc la question c'est pourquoi est-ce que cette dette technique en fait elle fait qu'augmenter. Premièrement parce qu'il y a beaucoup de règles de programmation, des CodeSmed que je vous indiquais, hein. Sur du Java, sur Sonar, il y en a plus de 400. Donc c'est évidemment elles ne sont pas toutes super pertinentes, mais il y a quand même pas mal de règles qui arrivent et quand on apprend, depuis que j'ai commencé mon talk, je suis sûr qu'il y a un nouveau framework JavaScript qui a dû sortir, un truc type Aurelia ou je sais pas quoi. Donc du coup, si jamais vous arrivez sur un nouveau framework, bah oui, il y a plein de choses que vous connaissez pas. Vous étiez en AngularJS, vous devez passer en Angular. Bah oui, il y a tout à reprendre, etc. Donc soit vous prenez des semaines à essayer de bien comprendre, à vous entraîner, etc. Soit on vous dit, bah non, en fait, maintenant on réécrit tout de suite. Et dans ce cas-là, vous allez faire évidemment des erreurs. Des technologies évoluent très rapidement, mais voilà ce que je viens de dire. Tout ce qui est urgence et pression, donc on va dire bah, il faut qu'on aille vite, qu'on fasse des raccourcis, etc. Mais en fait, on va rajouter de la complexité qui n'aurait pas été là à la base si on avait fait bien. Donc on a pris un raccourci à un moment, mais peut-être que ce raccourci va nous coûter plus cher en fait que ce que ça va nous rapporter derrière. Il y a des hétérogénéités. Putain, je ne sais pas combien de fois ce mot dans la presse, j'aurais pas dû. Dans l'équipe de développement, on va avoir des personnes qui vont être experts, des personnes qui vont être plus novices, justement sur les technos, etc. Donc évidemment, on va tous avoir une manière différente de coder. Donc le code, il ne va pas être uniforme derrière. Et rien que ça, un code qui n'est pas uniforme, c'est une forme de dette dans le sens où on ne peut pas passer un petit peu sur toutes les parties du code, on va passer plus de temps sur certaines que sur d'autres. Et par manque d'attention, on est en train de coder, on ne fait pas gaffe, on rajoute une fonction, elle est un petit peu trop longue, un petit peu trop complexe. Juste par manque d'attention, on peut rajouter de la dette un petit peu sans le vouloir. Alors ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé assez souvent, c'est pour ça que je le mets là, hein, mais à coup pas. Quand on nous demande souvent, qui c'est qui a écrit ce code qui est dégueulasse, qui est illisible, etc. On dit, bah ouais, en fait, moi j'étais tout seul dans la startup à coder au début, donc bah oui, c'était moi en fait. Ça m'arrive souvent. Quand on regarde du code qu'on a codé il y a plus de 2 ans en général, peut-être même il y a plus d'1 an, on regarde ce qu'on a fait, puis on s'est dit, mais mon Dieu, comment on a pu écrire ça? Il y avait une manière beaucoup plus simple de le faire, etc. Mais en fait, non, c'est juste que voilà, on évolue très rapidement. En 2 ans, sur un framework, vous allez complètement changer votre manière de coder. Ça va très très vite. Donc évidemment, le code, il va vivre en fait derrière. Et il peut arriver à des états un petit peu catastrophiques. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir une dette qui augmente un petit peu naturellement, parce que les technos qu'on utilise, évidemment, elles vieillissent un petit peu. Puis quand on rajoute de la fonctionnalité, on complexifie le projet. Donc ça peut être une dette supplémentaire, hein. Bon, tout dépend de ce qu'on appelle dette technique, hein. Chacun a sa définition, mais voilà. Moi, ça va être vraiment au niveau de tout ce qui va être CodeSmed plus technologie, etc. Et ce qu'on veut éviter, c'est une dette qui explose en fait. Parce que justement, vous allez aller très vite, que vous allez prendre plein de personnes sur un projet, que vous allez faire un peu n'importe quoi sans vraiment réfléchir. Et là, vous allez avoir une dette qui va augmenter très très fortement et qui va coûter très cher au projet par la suite. Ça tombe bien parce que ça nous amène à la deuxième partie du manifeste, qui n'est pas seulement l'adaptation au changement, mais l'ajout constant de valeur. Donc là, on parle vraiment de ça. On parle de comment est-ce qu'on fait sur le produit pour ajouter de la valeur. Pour rajouter, quand on va faire une évolution, on va pas juste complexifier et rajouter une nouvelle méthode, mais tant qu'à faire, on va rajouter des tests. On va rajouter un nouveau truc qui va permettre au logiciel de mieux fonctionner. Si on passe sur une partie du code qui existait déjà, où on voit une fonction qui était trop complexe, on va la découper par exemple. Donc on va ajouter de la valeur en fait à la qualité du logiciel pendant une évolution. Donc ça peut être super intéressant. La solution, elle peut être simple, hein, c'est d'avoir des actions positives sur le code. Ça veut dire que quand on fait une modification sur le code, il faut que notre impact en fait, il soit positif en termes de qualité. C'est-à-dire quand on rajoute une fonction ou n'importe quoi, si elle est testée derrière, si elle est bien écrite, qu'elle est facile à comprendre et qu'elle apporte de la valeur au logiciel parce que du coup on a une nouvelle fonctionnalité qui est sortie, là on a vraiment ajouté de la valeur sur le code et on a une action qui était positive. C'est un petit peu l'utopie parce que nous, c'est ce qu'on a identifié, donc ce que je vous dis, c'est complètement subjectif, mais on l'a vu quand même très souvent. En théorie, en fait, c'est quelque chose qui doit venir de l'équipe de développement.
Donc justement des personnes qui ont cette envie de faire bien et qui ont envie de faire techniquement quelque chose qui est vraiment solide. En réalité, en fait, ça vient beaucoup du management. Et ça vient beaucoup de personnes qui à la base ne sont pas techniques, et qui sont pas techniques, voilà, et qui vont donner des directives un petit peu sur comment le projet va se gérer, qu'est-ce qu'on va mettre en place, etc. Donc souvent, c'est ces personnes-là en fait qui vont définir un petit peu la structure du projet. Ça va être l'organisation de la boîte qui va définir la structure de l'application, avec 3 parties pour l'API, parce qu'en fait, il y a 3 pods qui sont séparés, etc. C'est vraiment tout ce qui va être autour de l'organisation qui va définir la qualité de ce qu'on va faire. Et c'est là où on va avoir des grosses problématiques, notamment ces jolies phrases que j'ai sorties. Donc je ne citerai pas qui c'est, mais c'est des vraies phrases qu'on a entendues. Donc le client n'a pas payé pour les tests, donc je ne vois pas pourquoi on ferait des tests. Le pair programming, ça multiplie par 2 le temps de développement, donc non, chacun de son côté, et puis aller vite pour sortir de la fonctionnalité. Et celui-là aussi, on code le projet très rapidement, on l'a vendu tant de jours, et du coup, si on arrive à le livrer avant, on ne va pas le livrer, mais on va améliorer la qualité du code. Donc évidemment, quand un projet, on dit qu'il dure 2 ans, il durera 2 ans forcément ou plus, il durera pratiquement jamais moins. Et en plus de ça, c'est essayer d'améliorer la qualité après coup, c'est complètement contre-productif. Du coup, on a l'impression un petit peu que on se retrouve dans des cas, dans pas mal d'entreprises, où on a ça, on a du mauvais code, on n'a pas de test, on a une chaîne d'intégration continue qui crache une fois sur 2, mais on a l'impression que tout le monde s'en fout. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire justement pour améliorer ça. On se dit, ouais, il faut que je sensibilise qui, comment ça se passe, et on a l'impression un petit peu de se battre contre tout le monde. En fait, le problème, c'est que ce côté... c'est un vrai article que j'ai sorti, mais c'était satirique. Hein. Voilà. En fait, c'est une vision que peuvent avoir des gens qui sont non techniques, justement, des craftsmen. En se disant, les software crafters, des développeurs qui font des refactos, des choses comme ça, c'est des mecs qui sont arrogants, puis en plus, ils sont vachement plus lents que les autres, et ils sont dogmatiques. Donc tout ce qu'ils disent, ils ont raison, etc. En fait, on peut avoir cette image parce que, d'un point de vue non technique, si on a 2 personnes et qu'on a une personne qui met 2 fois plus son temps pour sortir une fonctionnalité, si on ne voit pas ce qui se passe derrière vraiment, on peut juste avoir l'impression qu'il met 2 fois plus de temps. Alors qu'en fait, la personne, ça se trouve, en même temps, elle a rajouté des tests, elle a mis une architecture qui était clean, etc. Et l'autre, ça a fait d'une manière avec pas mal de raccourcis très rapidement. Donc c'est là où on va avoir un problème avec les personnes qui sont non techniques, qui ne font pas confiance à l'équipe de dev, qui ne font pas confiance à l'équipe en elle-même pour se gérer à ce niveau-là. En fait, le problème, c'est qu'ils voient les développeurs qui font des refactos, des choses comme ça, un peu comme ça. Des développeurs qui vont bosser, qui vont pisser du code, qui vont sortir beaucoup de code, etc., sans sortir justement de fonctionnalité. Et quand on va leur demander est-ce que tu as fixé le bug là, qui a été remonté, qui était urgent, la personne elle a bossé pendant une semaine, elle va dire non en fait parce que j'ai dû installer Webpack parce qu'avant on était sur Grunt, etc. Donc c'est un petit peu l'image que vont avoir des gens, sauf que évidemment ça c'est pas vrai, ou alors si c'est vrai, c'est que oui, c'est qu'il y a vraiment un souci. Parce que justement, en tant que développeur, tout ce que pousse ce mouvement Software Craftsmanship, c'est ce côté autonomie, responsabilité. On est responsable de ce qu'on produit, et en fait ce qu'on produit la plupart du temps, pour un site de e-commerce par exemple, c'est le cœur métier d'entreprise. Donc on a 500 personnes qui vont bosser derrière nous et qui s'appuient sur le site de e-commerce. Donc si on a un bug parce que personne ne peut racheter des trucs, etc., et qu'à côté de ça, nous on est en train de faire des refactos, évidemment, on n'a pas été autonome, on n'a pas été responsable de ce qu'on a fait. Et c'est ça qui est important, c'est de savoir que on fait des refactos évidemment quand on pense que ça va avoir de la valeur pour l'entreprise à la suite. Quand on fait du TDD et qu'on met en place des tests, c'est pas juste parce que c'est marrant d'écrire des tests, en plus c'est pas super marrant, mais voilà, c'est pour rajouter de la valeur parce qu'on sait que derrière, le code il va tourner, des gens vont passer dessus, ils vont être très contents d'avoir des tests qui leur permettent de faire des refactos. Donc c'est vraiment plus que juste faire des refactos pour faire des refactos. Donc la question, c'est un petit peu, qu'est-ce qui se passe en fait en France depuis 4 ans, parce qu'avant j'étais à la fac. Donc qu'est-ce qui se passe en fait autour de toutes ces démarches de qualité logicielle. Donc ce qu'on voit en fait, ce qu'on a vu nous, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui mettent en place ça. Donc pratiquement toutes les entreprises qu'on allait voir, elles avaient Sonar ou elles avaient des linters et elles étaient en train de mettre en place des tests. Il y en a très peu et depuis fin 2017, début 2018, il n'y a pratiquement plus d'entreprises qu'on a vues qui n'avaient pas de test, justement. Alors qu'au début, ça arrivait très souvent. Les entreprises, au début, elles nous disaient c'est quoi le ROI de faire de la qualité. Elles nous disaient ça quand on a démarré un petit peu l'activité. À partir de 2018, il n'y a plus aucune entreprise qui nous a prononcé le mot ROI. Et ils nous disaient plutôt on a ça en place, comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer encore là-dessus.
Donc c'est quand même quelque chose qui est, je pense qu'on est quand même un petit peu à la bourre par rapport à ce qui devrait être fait, mais c'est vraiment quelque chose qui va dans la bonne direction. Et en fait, pourquoi ils font ça? C'est très simple, hein. En premier, ce qu'entendent des gens et qui comprennent très bien, c'est la réduction du risque. On dit si jamais on rajoute des tests, évidemment ça va coûter un peu plus au début, mais on va réduire le risque que d'un seul coup il y ait tout qui crache et qu'on perde des millions. Donc déjà ça c'est super important pour eux. Et évidemment on va réduire les coûts, parce que du coup il y aura moins de risques, donc il y aura moins de bugs. Et en plus de ça on va améliorer notre vélocité à sortir des fonctionnalités, donc on va réduire les coûts là-dessus. Et il y a aussi toute une partie là qui arrive, une partie valorisation. On a plein de boîtes, par exemple Meritis, on est chez Meritis. Il y a plein de boîtes justement qui jouent un petit peu sur ce côté qualité, en mettant en place des coding dojo, en laissant du temps à de la formation, en laissant des échanges, en disant bah ouais, il y a des projets qui vont être faits en pair programming et ce sera du pair programming toute la durée du projet. Il y a plein de projets qui mettent des choses comme ça en place et le but ça va être de valoriser vraiment ce qu'on fait pour les équipes de développement et puis même du coup ils s'en servent évidemment avec les clients en disant bah voilà, nous ce qu'on met en place c'est vraiment un truc de qualité et c'est mieux que telle entreprise à côté qui va vous vendre quelque chose de moins cher mais derrière vous allez avoir quelque chose qui tiendra pas la charge, etc. Et donc il y a toute une partie un petit peu RH qui arrive derrière maintenant, qui est que quand on a une entreprise qui fait attention à sa qualité logicielle, on va plutôt avoir tendance à attirer des personnes qui aiment bien faire ça. Et donc on va plutôt attirer des profils de développeurs qui sont un petit peu moteurs là-dessus, qui vont essayer des nouvelles techniques, qui vont essayer de changer en place l'organisation, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une partie aussi qui commence à intéresser de plus en plus ces gens. Donc ça c'est un petit peu les démarches qui sont menées. Après, en réalité, en fait, on a pas mal de problématiques là-dessus. On a l'hétérogénéité dans les équipes, je l'ai mis partout. Donc on a toujours ce côté, entre les différentes équipes, entre les différentes personnes dans les équipes, entre les différentes entreprises, entre les différentes villes de France, etc. On va avoir vraiment des grosses disparités. On a tout ce qui est lié à la taille de l'entreprise. Dans le métier du développement, les développeurs ils vont rester en général à Bordeaux, ça va très vite. En général, ils restent 2 ans dans la même boîte et ensuite on change parce qu'il y a pas mal de demandes là-dessus. Donc, en tant que développeur, on peut faire pas mal de boîtes assez rapidement. Et du coup, ça donne cette problématique-là qui est de turnover. Il y a beaucoup de turnover dans les entreprises, que ce soit des ESN ou des clients finaux. Et du coup, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour intégrer tout le monde dans une démarche de qualité si tous les 6 mois, on a la moitié d'équipe qui a changé. Là, il y a vraiment des problématiques qui se posent là-dessus. On a tout ce qui va être conduite du changement. Donc, on ne va pas dire à une équipe, à partir de maintenant, vous passez en full TDD du jour au lendemain. Ce serait complètement, pareil, contre-productif. Donc, il faut vraiment y aller petit à petit. Il faut installer des choses. En général, c'est chaîne d'intégration continue. Ensuite, on met en place des outils qui analysent la qualité. Ensuite, on travaille dessus. On met en place du mentoring, etc. Donc, il y a vraiment pas mal d'étapes en fait à suivre. Et il ne faut pas se louper justement sur ces différentes étapes. Et on peut avoir des problèmes de communication. Nous, on a eu le cas avec une entreprise où l'équipe de développement sortait des fonctionnalités sans faire attention justement à la qualité de ce qu'ils produisaient. Donc ils ne faisaient pas de tests, etc. Ils allaient vraiment très vite. Et on leur a dit pourquoi vous codez comme ça? Ils me disaient les bonnes pratiques, on les connaît, les tests, on sait en faire. Mais le problème, en fait, c'est que le management ne nous laisse pas faire ça. Le management nous dit il faut aller vite, il faut sortir des choses, etc. Et en fait, on est allé voir les managers, on leur a posé la question, on leur a dit et du coup, donc, c'est quoi ce que vous avez mis en place, etc. Et les personnes nous ont dit bah non, je comprends pas, pourtant on a laissé 2 fois plus de temps aux développeurs pour qu'ils puissent faire des tests, on a mis en place plein d'outils, ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent faire du pair programming, etc. Et on s'est dit d'accord, donc il y a juste un problème de communication en fait entre les développeurs et les personnes qui ont mis en place ces process. Donc ça peut être un problème en fait qui bloque complètement l'entreprise. Et on a ça aussi, on a le remote qui arrive de plus en plus. On a pas mal d'entreprises qui font appel à de l'offshore, que ce soit l'Inde, le Maroc. Nous on bosse rien qu'avec Bordeaux, on a pas mal d'entreprises qui bossent avec des équipes qui sont externalisées. Et là, ça rajoute une problématique en plus qui est comment on suit justement ce qui s'est passé quand on a mis des pratiques en place, comment on fait pour qu'elles soient intégrées là-bas, etc. Donc, c'est vraiment des choses qui arrivent de plus en plus. Si je prends un exemple précis, imaginons on a un projet là, qui s'appelle Libra. On a envie de mettre en place des choses sur la qualité sur ce projet, de manière un petit peu automatisée justement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher SonarCube, qui est l'outil de linter le plus utilisé. On va le brancher sur ce projet. Ce projet, c'est un code legacy en fait, qui a 2 ans ou plus. Et du coup, en le branchant sur ce projet, on voit qu'on a 693 jours de dette. Donc, d'après Sonar, les 693 jours, en fait, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on mette 693 jours de boulot pour corriger tous les défauts qu'il y a dans le code. Donc évidemment, c'est une très mauvaise idée d'arrêter le développement pendant 693 jours, à part si vous voulez couler l'entreprise. Voilà, c'est un petit peu un indicateur qui va monter. Et encore, c'est C pour lui. Donc C, c'est pas mal. Il y a encore pire.
Et derrière, on va avoir tous les défauts qui vont être remontés, donc les 31 000 code smells, 23 000 bugs, 63 vulnérabilités, etc. Donc là, en fait, on va avoir une vision d'ensemble un petit peu de ce qu'on a dans notre projet. Et ça va nous permettre de savoir déjà sur quelle base on part. Donc on a cette première vision d'ensemble, donc ça c'est intéressant. Mais en tant que développeur, en arrivant là, on a un peu l'impression de faire du big data. On ne va pas se cacher. Donc pour nous, en fait, c'est des outils qui sont une nécessité parce qu'ils nous offrent une vision complète justement de la qualité du projet. Sans ça, en fait, on ne sait pas exactement vers quoi on part, on sait pas exactement, on peut pas discuter avec l'équipe sur les normes qu'on va mettre en place, les bonnes pratiques, histoire d'avoir un code qui soit quand même un petit peu homogène à ce niveau-là. Donc c'est déjà pas mal à ce niveau-là, c'est même obligatoire. Et on peut commencer à définir des premiers objectifs. Plus ou moins bien, parce qu'évidemment, un objectif qui serait pas mal, ce serait de dire on essaye d'éviter d'ajouter de la dette et on va essayer d'en corriger petit à petit. Si on commence à fixer des objectifs avec Sonar dans des quality gates en disant je veux pas plus de tant de défauts, etc., la problématique sur des objectifs, sur des indicateurs qui deviennent des objectifs arrive ici. Et du coup, on va tomber sur des cas où on retrouve dans le code des suppress warnings de Sonar, ou alors des personnes qui vont corriger des fichiers qui ne sont pas touchés depuis des années et qui fonctionnent très bien, mais il y a plein de violations, donc là on va corriger plein de violations d'un coup, etc. Donc juste travailler avec des objectifs, effectivement, c'est pas non plus suffisant. Pour nous, les problèmes que ça va amener derrière, en premier, ça va être une masse d'informations pour nous en tant que développeurs. En fait, quand on arrive sur un projet et que notre impact, c'est de toucher que quelques fichiers par jour, surtout quand on vient juste d'arriver sur un code legacy, en fait, on touche une base qui n'est même pas 0,001% de toute la base de code qui existe sur le projet. Donc notre impact, il est tellement minime que si on passe de 14 800 défauts à 14 680, pour nous, c'est transparent. Alors pourtant, en fait, il y a eu 120 défauts de corriger, c'est énorme. Donc on a vraiment cette masse d'informations qui ne va pas aider l'équipe à travailler là-dessus. Et ensuite, tout ce qui va être stratégie à mettre en place, ça va être un petit peu difficile. Et du coup, on a vu plein d'entreprises faire des choses complètement différentes. On a vu des entreprises dire on arrête tous les développements et on se met à faire des corrections de dette. On fait ça un jour par semaine, des choses comme ça. Donc ils vont bloquer vraiment les évolutions fonctionnelles et ils vont travailler sur ça. D'autres entreprises dire on désigne une personne dans l'équipe et alors le pauvre, il va arrêter de faire du fonctionnel, il va faire que des corrections Sonar. Donc là, c'est pas terrible non plus. On a la question aussi qui est quelles règles on prend, quel set de règles et par quoi on va commencer, quelles sont les règles qui sont importantes pour mon projet, etc. Donc on se pose vraiment ces premières questions à ce niveau-là. Donc pour nous, en fait, si on reprend la pyramide des tests et qu'on la transpose sur tout ce qui est gestion de la qualité, en premier, sur la base, on aurait ces outils de calimétrie à mettre en place, qui soient bien configurés. Donc bien configuré, ça veut dire que l'ensemble des règles, en fait, soit un ensemble de règles qui soit cohérent et qui soit accepté par l'équipe en disant c'est cet ensemble de règles qu'on va prendre comme base. Si les règles ne leur conviennent pas, c'est même pas la peine de mettre ces outils en place, sinon ça sert absolument à rien. Ensuite, à partir de ça, on peut commencer à se fixer des objectifs qui vont être des objectifs de juste, par exemple, diminution de dette, d'essayer d'augmenter le nombre de tests, d'augmenter la couverture des tests. Donc c'est vraiment le premier niveau qui déjà n'est pas mis en place partout parce que il faut, dans la chaîne d'intégration continue, rajouter ces outils, il faut extraire des rapports, etc. Donc c'est vraiment la base assez solide qu'il faut mettre en place. Mais pour nous, vraiment, l'élément principal, ça va être l'engagement d'équipe. Donc l'engagement des développeurs derrière et ce concept, évidemment, d'amélioration continue. Donc le côté, ça va être, ce qui va être important, ça va être de dire, chaque personne dans l'équipe est consciente de l'ensemble de règles qui a été défini. Elle va pas forcément regarder Sonar ou quoi que ce soit, mais si les pratiques, en fait, si ces différentes règles sont intégrées dans notre ADN en tant que développeur, on va pas rajouter de nouvelles violations ou quoi que ce soit, puis on va faire des corrections. Donc en fait, si ça vient d'équipe et si l'équipe s'engage un petit peu dans cette démarche, même sur des tests ou sur les pratiques de TDD, pour nous c'est réussi. Et ces deux trucs-là, on les regarde même plus, les objectifs. Si on sait que tout le monde justement fait des actions positives sur le code, on n'a plus vraiment besoin de les suivre et de se faire driver par ces objectifs. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut pousser ces mécanismes d'amélioration continue. En fait, on arrive dans le point qui est tout ce que pousse le software craftsmanship est super important. Et ce qui est super important, ça va être la diffusion de ces bonnes pratiques. La diffusion de tout ce qui va être architecture, la diffusion de tout ce qui va être pratique de test, de tout ce qui va être pratique de clean code. Donc la vraie problématique, c'est comment est-ce qu'on fait pour diffuser en fait, au sein des différentes équipes dans les entreprises ces pratiques. Premièrement, pour nous, ce qui est important, c'est va être plutôt de valoriser les actions qui sont positives. Donc Sonar, il va arriver avec un mode un petit peu, il y a tant de violations, quand vous faites une violation, vous avez un truc qui vous tape dessus, qui vous dit là, il y a une violation, etc. Le problème, c'est que du coup, de regarder ça que de ce côté-là, avec des seuils,
avec des nombres de violations, ben, en tant que développeur, en fait, on va voir la qualité comme une contrainte. Pour nous, c'est on code et à côté de ça, on a un truc qui va regarder si notre code peut passer en production ou pas. C'est vraiment perçu comme une contrainte. Du coup, ça ne nous donne pas vraiment envie d'aller faire des choses là-dessus. On va juste essayer, justement, toujours pareil, de passer sous le seuil et puis de faire passer un petit peu notre code. Donc, ça ne va pas nous engager justement sur les pratiques, ça ne va pas nous engager à échanger un petit peu là-dessus. Donc, la première chose, ça va être plutôt de valoriser les actions qui vont être positives pour le projet. Notamment, vous avez une fonction qui est trop complexe, par exemple, vous la découpez en 2 sous-fonctions, et lors d'un refacto, par exemple, quand vous faites une évolution, ce qui va être bien, ça va être de pouvoir dire, là, cette action elle est positive pour la qualité du projet, donc moi, Arthur, en tant que développeur, j'ai fait une action qui a amélioré le projet. Ou alors j'ai rajouté des tests, ou alors j'ai mis en place un truc de test permutation, ou quoi que ce soit. Ensuite, l'idée, ça va être de définir une stratégie qui soit collaborative. Si on a une équipe avec juste une personne en fait sur l'équipe qui est à fond là-dessus et qui va se mettre à travailler un petit peu dans son coin, à essayer d'améliorer la qualité du code, mais si c'est le seul à faire ça, assez rapidement il peut être découragé parce qu'il va se dire en fait je suis vraiment seul à faire des efforts donc c'est pas super. Ça peut avoir le côté où ça va donner envie un petit peu aux autres justement de travailler là-dessus. Mais ce qu'il faut, ça va être de définir une stratégie vraiment de manière collaborative autour de ça. Donc c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure par rapport à Jira. Ça va être, on a des tâches fonctionnelles qui sont là, qui existent, qui sont toujours là, c'est la priorité. Mais à côté de ça, il faut qu'on définisse des petits rituels et qu'on définisse des petites tâches qui sont liées à la qualité. Donc tout ce qui va être amélioration du code source, c'est bien d'intégrer dans des tâches à part entière, c'est bien de communiquer dessus, c'est bien quand vous faites une rétrospective de sprint, de faire au moins un slide sur la qualité du projet, de dire voilà ce qui s'est passé, ça a été pas mal, etc. C'est bien au moins d'en parler. À partir du moment où on en parle, ça déclenche des choses. Et derrière, quand ça déclenche des choses, c'est là où on a cet échange qui revient. Et nous, ce qu'on aime bien, alors ça c'est optionnel, mais c'est rajouter un côté un peu ludique à ça, en intégrant des mécanismes, notamment de la gamification, qui vont permettre justement de pousser l'engagement dans ces différentes plateformes par des mécanismes qui vont être ludiques. Et de créer une communication en fait autour de ça. Donc le fait de rajouter de la gamification, ça ne va pas être de faire une compétition entre les développeurs de l'équipe, ça va être juste de dire sur le sprint, on a des petits challenges qui sont arrivés, qui sont dédiés à la qualité, et ça nous permet de faire nos tâches du sprint de manière classique, mais on sait que si on fait des actions positives sur le code, on va avoir des choses qui vont apparaître derrière, on va avoir notre niveau qui va augmenter, on va avoir des médailles qui vont arriver, etc. Et rien que ça, le fait de savoir, en fait, ça va nous motiver un petit peu à le faire. Et la motivation, c'est vraiment la clé en fait là-dessus. Si on veut continuer constamment à s'améliorer sur la pratique, faut être motivé. Si jamais c'est pas motivant, que les outils font peur, qu'on a l'impression que tout ce qu'on fait c'est transparent, etc., la motivation, il n'y en a pratiquement pas. À moins que ce soit vraiment de manière personnelle, mais c'est très rare. Donc là, je prends ma casquette de développeur, parce que nous, du coup, dans la startup, ce qu'on a fait, en fait, c'est à partir de ces valeurs du software craftsmanship, on a développé une plateforme, parce qu'on est développeur, donc on aime bien faire des plateformes. On a développé une plateforme qui s'appelle Themis, et qui va essayer un petit peu de reprendre ces différents concepts. Donc, c'est pas la plateforme magique, évidemment, qui va faire que votre qualité va exploser, etc. Mais c'est déjà une base, en fait, qui vous permet de communiquer un petit peu là-dessus. Ce qu'on a essayé de faire, par exemple, c'est au milieu, ici, on a un fil d'actualité. Et en fait, quand, en tant que développeur, on fait une action, on va remonter au développeur une action ici. On va lui dire, l'action que tu as fait sur le code, elle a été positive pour la qualité du projet parce que tu as rajouté des tests, parce que tu as corrigé des choses, etc. À l'inverse, ici, si jamais on a fait quelque chose et qu'on a rajouté, par exemple, une fonction qui était trop complexe, ça va popper, ça va mettre, tiens, la dernière action que tu as fait, elle n'était pas terrible parce que tu as rajouté une fonction qui était trop complexe. Et là, le but, c'est en fait d'avoir un retour qui est personnalisé pour moi. Et je sais que comme ça me permet de comprendre cette règle. Je vais avoir accès à la description tout de suite. Et je vais comprendre vraiment ce que j'ai fait, en fait, ça a eu un impact qui était négatif. Donc tout de suite, en fait, je vais prendre conscience. Donc soit c'est une règle qui n'est pas importante, et du coup, c'est là où on peut dire, en fait, cette règle a popé, mais elle n'est pas importante, il faut la désactiver. Soit c'est une règle qui est importante, et je vais dire, ah tiens, oui, c'est vrai, j'ai pas fait gaffe à ça. Donc c'est vraiment la partie retour personnalisé qui peut être qui est très importante là-dessus. On a toute une partie stratégie où en fait ce qu'on essaye de faire, c'est ça c'est issu de la thèse de Cédric en fait, c'est d'analyser ce qui s'est passé dans Git, dans SVN, etc. et de regarder sur quel fichier on a bossé en tant que développeur. Et ça va nous permettre en fait, ici là on est connecté avec Camille qui est développeur, on va avoir en fait un retour personnalisé sur des actions que ce serait bien que nous on fasse. Par exemple, j'ai touché tel fichier sur le dernier sprint, toute l'équipe a travaillé dessus 4 ou 5 fois, donc c'est un fichier qui est assez central sur les sprints en cours. Et pour autant, dans ce fichier, je suis passé dans des méthodes qui étaient trop complexes, et j'ai juste complexifié encore la méthode. Donc là, en fait, Themis, il va essayer d'orienter les actions en disant,
bah, si jamais il y a une correction à faire, ce serait plutôt sur ce fichier-là, sur cette méthode-là, plutôt que sur X ou Y, un autre fichier qui serait moins intéressant. Donc le but, en fait, ça va être pas uniquement de traiter la qualité avec des indicateurs, avec la couverture de test, avec le nombre de défauts, etc. Mais ça va être de traiter de manière efficace. Donc même si on n'a pas un score de dette technique qui va diminuer de manière drastique, tout ce qu'on fait comme action, c'est efficace. Et avec justement ces objectifs, on ne va pas dédier des tâches dans Jira à la qualité en disant sur le sprint, on va allouer une demi-journée à corriger des trucs. Pour nous, c'est pas terrible en fait de dissocier la qualité de tout ce qui est fonctionnel, parce que ça donne l'idée que tout ce qu'on fait de fonctionnel, c'est pas de qualité forcément. Et à côté de ça, de temps en temps, il faut qu'on se concentre à faire de la qualité. Donc le but, ça va être plutôt, dans les tâches qu'on fait de manière fonctionnelle, si on passe sur des éléments qu'on peut améliorer, on va le faire. Et là, ce sera des choses qui vont être valorisées. Et à côté de ça, on a une partie gamification, justement, qui va mettre des petits challenges. En fait, à chaque sprint, on va avoir un ensemble de médailles qui vont apparaître en fonction de ce qu'on a fait. Est-ce qu'on a contribué aux objectifs collectifs? Est-ce qu'on a fait pas mal de corrections? Est-ce qu'on a fait des séries d'actions saines? Des choses comme ça. Donc il y a pas mal de mécanismes en fait, qui vont être là juste pour que l'équipe communique sur ces problématiques de qualité. Donc c'est vraiment un outil qui est là pour pousser la communication et diffuser les bonnes pratiques, mais en échangeant justement sur ces problématiques-là. Donc ce qu'il faut retenir en premier, c'est que les pratiques, ça évolue très rapidement. Notamment, nous, sur les dernières années, là, le DDD, par exemple, je ne sais pas comment ça se passe à Paris, mais à Bordeaux, pratiquement pas grand monde en faisait. Et là, il y a plein d'entreprises qui se sont mis à mettre en place plein de formations DDD, à mettre plein de trucs en place sur les micro-architectures, les microservices, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui arrive de plus en plus et ça évolue de manière très très rapide. On a une hétérogénéité qui est énorme entre les différentes équipes et les différentes entreprises. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Qui est-ce qui bosse à Meritis ici? Ouais, pas mal de monde. Il y a quand même pas mal de monde aussi qui ne travaille pas à Meritis. Donc j'imagine que dans toutes les différentes équipes, même au sein de Meritis, sûrement, vous êtes sur différents projets chez différents clients. Ça doit être hyper différent ce que vous avez, pas seulement du tout en termes de techno, mais en termes de process dans les entreprises. Et c'est là que c'est marrant, parce qu'on se retrouve avec des entreprises qui sont un petit peu restées sur des modèles très anciens et qui ont vraiment du mal à changer. Des entreprises qui testent des nouveaux trucs et qui n'arrêtent pas d'innover un petit peu là-dessus. Et des entreprises qui font vraiment de manière pragmatique ce qui est efficace pour elles. Nous, ce qu'on aime bien, c'est le côté pragmatisme en fait là-dedans, c'est de se dire, ça sert à rien de faire de la surqualité non plus, ça sert à rien de mettre en place des choses si c'est pas adapté à votre contexte. Par contre, nous, en tant que développeurs, quand on parle de responsabilité, la responsabilité qu'on a justement, c'est de pas faire de la surqualité. C'est de faire vraiment ce qui est adapté à l'entreprise, au contexte, parce que normalement, on nous a donné un peu plus d'informations et on sait exactement ce qu'on est en train de faire. Dans quel but, si l'application elle est là pour vivre 6 mois, ou alors si c'est quelque chose qui va durer 20 ans, si c'est quelque chose qui va être utilisé par tout un ensemble de panels ou par 5 personnes. C'est vraiment plein d'informations qui vont faire que nous, en tant que professionnels, on est capable de dire à quel niveau il faut qu'on se situe et qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place justement pour arriver au meilleur rapport qualité-code, on va dire, pour arriver à quelque chose qui soit vraiment efficace pour l'entreprise. Du coup, pour nous, la vraie problématique, c'est ça va être de diffuser des pratiques. C'est vraiment cette partie diffusion, voilà. Donc, ça passe par énormément de choses différentes, que ce soit des outils, que ce soit des meet-up, que ce soit des échanges sur Slack ou n'importe quoi avec différents groupes. C'est vraiment tout ça qui va permettre justement de s'améliorer en continu sur ces parties-là. Et ce qui est bien, en fait, c'est que le mouvement Software Craftsmanship, si on regarde les différentes valeurs et si on regarde ce que ça apporte, ça va vraiment dans cette direction. En fait, ça part d'échanges, ça part d'amélioration continue. Ça parle d'atteindre un certain niveau d'excellence technique. Donc on est vraiment dans l'envie justement d'aller dans le partage et de s'améliorer en continu justement sur toutes ces pratiques-là. C'est fini.